Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cet après-midi un peu spécial, hein. C'est un jour férié, il fait super beau aujourd'hui à Lyon. C'est nickel. En tous les cas, je sais que là aujourd'hui, j'ai nécessairement que des personnes qui sont intéressées à un sujet donc que l'on va traiter ensemble, qui est sur les freelances, plus spécialement effectivement toutes les personnes qui sont consultantes, indépendantes. Freelance, c'est un mot très large qui regroupe toutes les personnes qui font des prestations de services. Et donc cet après-midi, on va regarder ça. Ça dure à peu près trois quarts d'heure. On va pouvoir étudier quels sont les statuts qui peuvent vous convenir le mieux. Alors, bien évidemment, il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs et vous allez pouvoir le voir. Alors, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Doux. Je suis également expert comptable. Et ce que je vous propose, donc, c'est eh bien, de vous faire étudier les différents statuts. Alors, j'ai mis une petite photographie de ce qui pourrait exister dans la micro-entreprise. Et donc, au fur et à mesure du déroulement de cette partie, parce que je vous propose, c'est tout simplement poser vos questions au fur et à mesure, si vous en avez envie, bien évidemment. En tous les cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver aussi nombreux. Oui, effectivement, il y a du monde, hein. Et donc c'est super sympa. Écoutez, alors, je vais, ce panorama micro, entreprise individuelle, IRL, URL, SASU, alors je vais pas les traiter en prenant les uns derrière les autres. Au contraire, je me suis dit en fait que en fonction des critères que l'on recherchait, eh bien on pouvait être attiré par telle ou telle structure juridique et justement le reprendre. Alors pour moi, il y a un des critères qui sont importants. Alors après, chacun se reconnaîtra bien évidemment à l'intérieur. Vous remarquerez que certaines structures sont compatibles avec d'autres et d'autres pas du tout. Si on prend SASU, micro-entreprise, ça peut se marier. Par contre, SASU, SRL, ça se marie pas. Et donc, les critères que j'ai choisis, c'est la sécurité. Quelqu'un qui, ce matin, j'avais un client au téléphone et on discutait justement de sécurité. Et pour lui, c'était quelque chose qui était déterminant à l'intérieur pour pouvoir créer sa société. Donc, sécurité, la facilité de la création, le régime fiscal, pour que vous compreniez bien quelles sont les différentes différences, le régime social, c'est là, à mon avis, où il y a le spectre le plus gigantesque qui puisse exister, la TVA, et puis le dernier point que j'ai voulu traiter, ce sont les dividendes, parce que je sais que certains d'entre vous se posent des questions à ces moments-là. Donc, je rappelle, sécurité, création, régime fiscal, régime social, TVA, dividendes, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par le premier, c'est la sécurité. Et qu'est-ce que j'ai mis avec un coup de cœur? C'est la SASU et l'URL. Il ne faut pas se voiler la face. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont déjà des sociétés dites commerciales, à ne pas confondre avec les sociétés dites de personnes. Et donc, les sociétés commerciales, c'est un peu la martingale. Pourquoi? Parce que elles protègent, elles séparent votre patrimoine privé de votre patrimoine professionnel. Je pense que c'est quand même un truc qui est véritablement très important et il ne faut pas se voiler la face. Ça peut arriver à n'importe qui d'avoir des problèmes. Vous pouvez très bien, je sais pas, mais prenons quelques exemples que j'ai vécu moi dans ma vie professionnelle. J'avais un client, par exemple, qui installait des filtres, qui faisait fabriquer des filtres dans les hôpitaux, manque de bol, parce que c'est des filtres très spécifiques avec un truc électronique. Ça a foutu le feu à 5000 mètres carrés quand même de locaux, ce qui était quand même loin d'être négligeable. Et quand il a fallu demander à l'assurance, eh bien, à cette époque, je me souviens très bien, l'assurance ne couvrait pas jusqu'à hauteur de temps. Et du coup, il a fallu déposer le bilan, remonter une boîte à côté. Autant vous dire que s'il avait été dans une forme juridique du style entreprise individuelle ou autre chose, c'était cuit aussi simplement que ça. Donc, il faut bien comprendre effectivement que une société commerciale fera qu'elle va éloigner votre patrimoine personnel des risques que votre activité professionnelle peut générer. Alors, alors que, au contraire, celles qui sont style micro-entreprise, entreprise individuelle, on parle d'unicité du patrimoine, comprendre par là que si vous arrivez à un pépin, eh bien, c'est un peu cuit, on peut dire ça comme ça. Alors, bien évidemment, il y a quelques patchs, quelques sparadraps. Alors, parfois, je rigole un peu parce que quand on regarde les mesures de protection, je dis que c'est aussi efficace que de mettre un sparadrap sur une jambe de bois, mais vaut mieux ça que rien du tout. Alors justement, je les ai classés pour que vous ayez une idée
dans termes de sécurité. Alors, le plus bas, c'est l'entreprise individuelle. Entreprise individuelle, c'est ce qu'il y a de plus faible en termes de sécurité, c'est-à-dire que si vraiment ça tourne au vinaigre, tout le monde viendra vous chercher. Alors vous aurez peut-être eu la possibilité d'aller voir un notaire pour protéger votre maison, mais je crois que c'est à peu près tout que vous pourrez sauvegarder. Et puis après, vous avez la société en nom collectif. Alors vous remarquerez que ça s'appelle société, mais c'est une société, mais pas en termes de protection. Société civile immobilière, où là où vous êtes un peu mieux protégé, puisque c'est en fonction du pourcentage du capital que vous avez, alors qu'à la SNC, vous avez une part sur 1 million. Si un pépin, on peut venir vous chercher sur la totalité. Donc si j'ai un conseil à vous donner, sauf à ce que la SNC vous appartienne, ne soyez jamais associé d'une SNC. C'est un vrai conseil que je peux vous passer. SCI, c'est encore autre chose. Après, on va monter le IRL, qui est une entreprise individuelle, mais à responsabilité limitée, c'est-à-dire qu'on a décrit tout un process en fait pour protéger une partie de son patrimoine. Et puis là, on va commencer à taper dans des sécurités plus importantes, l'URL et le Nirvana. On peut dire ça comme ça, c'est la SASU. Alors pourquoi je l'ai mis en dernier comme étant la plus protégée? Parce que tout simplement, l'URL SASU, c'est le même combat. Par contre, en URL, on dépend de la sécurité sociale des indépendants, l'ancienne RSI, et en cas de pépin, comme par hasard, le RSI viendra vous chercher sur vos fonds propres parce qu'il considère que ce sont des charges personnelles. Alors que la SASU, vous fondez les plombs, bon c'est dommage, mais si vous n'avez pas de caution et si vous n'avez pas fait d'actes illégaux, qu'on soit tout à fait d'accord, et bien dans ces cas-là, ça s'arrête là et puis vous perdez l'argent que vous avez mis au début, mais ce sera coupé à ce niveau-là. Donc voilà une sorte de cartographie de la notion de risque que l'on peut avoir. Et pour moi, je pense que c'est important de vous le montrer, que vous ayez véritablement une idée. Ça n'empêche pas que dans toute société, y compris surtout la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle, micro-entreprise, entreprise individuelle, c'est le même combat, soit en passant. N'oubliez pas votre responsabilité civile, la RCS. N'oubliez pas que si vous utilisez votre véhicule, même à des fins professionnelles, pensez effectivement à prendre une petite assurance. Parfois c'est gratuit, parfois ça coûte 200 euros. Si vous êtes logé chez vous dans les assurances, précisez que vous êtes chez vous au niveau professionnel, ça coûtera 0. Mais croyez-moi que si un jour vous ne le faites pas et qu'il y a un gros accident ou un incendie ou n'importe quoi de votre ordinateur, eh bien les assurances feront absolument tout pour ne pas vous payer. Alors soyez vraiment vigilants à bien indiquer aux assureurs ce que vous faites, quitte à être très viril dans la négociation de vos assurances, mais il faut vraiment y penser, c'est une chose ultra importante. Je ferme la partie sécurité. Vous avez compris que c'était quelque chose qui était important. Deuxième axe, la facilité de création. Alors là, j'ai mis un cœur à la micro-entreprise parce que plus simple, c'est quasiment impossible à voir parce que la micro-entreprise, on s'inscrit, pouf, ça y est, c'est parti. On reçoit par Internet le sirène. C'est véritablement super simple. En plus, il n'y a pas besoin d'inventer de nom, il n'y a pas besoin d'imaginer d'aller voir la banque, de déposer l'argent ou quoi que ce soit. La micro-entreprise, désormais, dès que vous commencez à faire un certain chiffre d'affaires, vous êtes obligé par contre d'avoir un compte professionnel. En fait, l'État veut absolument bien distinguer votre compte bancaire privé de votre compte bancaire professionnel. Ça leur permet d'ailleurs plus facilement comme ça de vérifier au fur et à mesure, parce qu'ils ont des accès directs, de vérifier que vous ne dépassez pas les seuils, histoire effectivement de vous mettre une amende en la matière. Donc, et une société, c'est beaucoup plus complexe. Alors c'est beaucoup plus complexe surtout qu'on le fait soi-même. Il faut faire des statuts. Donc, je rappelle, les statuts, c'est un contrat que vous allez faire avec vous-même si vous êtes en SASU ou en URL. Il va falloir choisir un choix fiscal, que ce soit IR ou IS. Un dépôt de capital à une banque, même si on dépose 1 euro, il faut avoir l'attestation bancaire. C'est vrai que ça paraît un petit peu cocasse comme situation, mais c'est une obligation. Faut passer par le journal d'annonce légale. Faut passer par un centre de formalité des entreprises pour avoir le fameux CABIS. Le CABIS qui est une sorte de carte d'identité mélangée de carte vitale pour la société, puisqu'on retrouve son numéro sirène, une sorte de numéro de sécurité sociale, son adresse, son nom, etc., et son pédigré, et absolument tout est visible directement sur Internet. Bon, le choix des statuts, il y a un coût nécessairement.
il faut compter à peu près, enfin ça dépend, on va parler de Doux, ça sera plus simple, avec 480 euros, vous avez fait le tour, vous avez quelque chose clé en main avec le conseil qui va avec. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dedans, vous avez des charges qui sont impondérables et qui sont à l'intérieur des 480, que ce soit le jour d'annonce légale, c'est payant, que ce soit le crève du tribunal de commerce, il y en a pour 70 euros et 110 si vous faites une société civile immobilière, et puis effectivement le dépôt du capital où il faut aussi payer quelque chose au passage en règle générale. Donc voilà, donc le coup de cœur revient bien évidemment à la micro-entreprise, mais comme quand je le dis, là, si vous avez une société et si vous faites aider, ce ne sera pas violent, mais c'est un petit peu plus long. Nous, on met 48 heures une fois qu'on a tous les documents. Ça, c'était la deuxième partie. On a traité donc la première qui était liée donc à la sécurité. On a parlé de la facilité. Puis maintenant, on va rentrer là dans le vif du sujet, qui est le régime fiscal. Alors là, le régime fiscal, c'est un système effectivement qui est diamétralement opposé. Là, on a absolument toute la possibilité possible et inimaginable. Et bien évidemment, encore une fois de plus, le coup de cœur revient à la micro et la SASU. Alors pourquoi hier Pourquoi Parce que tout simplement, on a, on va dire, deux grands régimes. Il y a celui de l'impôt sur le revenu, celui de l'impôt sur les sociétés. En fait, c'est super simple. Celui de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre, c'est-à-dire que la société ou l'entreprise individuelle ne fait aucun obstacle à la fiscalité. C'est-à-dire que quand vous êtes en micro-entreprise, vous connaissez le principe, vous payez en fonction de votre chiffre d'affaires. Quelles que soient vos dépenses, ça veut dire que vous pouvez avoir 20 000 euros de dépenses, 15 000 euros de chiffre d'affaires, et ben vous payerez, parce que même si ça fait un déficit, pour autant, la micro-entreprise, vous payez sur un chiffre d'affaires, quelles que soient les dépenses que vous pouvez avoir par ailleurs. L'entreprise individuelle, c'est pareil, vous rentrez effectivement, non pas, c'est sur un résultat, et ce résultat, vous le payez quel que soit l'argent que vous avez récupéré. C'est-à-dire que si vous avez 30 000 euros de résultat, que vous preniez 30 000 ou que vous preniez 10 000 ou que vous preniez 0, vous allez être taxé sur un résultat fiscal à 30 000 euros. Enfin, dans cet exemple-là, bien évidemment. Vous avez l'EIRL qui, quand elle est à l'impôt sur le revenu, se comporte exactement comme entreprise individuelle. Vous avez l'EURL à l'impôt sur le revenu qui se comporte exactement de la même façon que l'EI ou l'EIRL à l'impôt sur le revenu. Et vous avez la SAS à l'impôt sur le revenu où c'est pareil, le résultat que vous allez faire sera attaché directement à votre personne. Ça veut dire la grosse différence entre l'EI, l'EIRL et l'URL, c'est que la SAS à l'impôt sur le revenu fait que le résultat que vous avez tient compte de la rémunération que vous vous donnez. C'est pour ça que dans la SASU hier, et j'ai voulu faire un truc un peu à part, parce que c'est un ovni, on peut dire ça comme cela, au sens fiscal du terme, qui va peut-être pas durer, hein, parce que chez Doux, on aime à faire des rescrits fiscaux auprès des impôts. En tout cas, on demande à nos clients de faire des rescrits fiscaux et on leur donne un modèle, en l'occurrence, pour voir un petit peu la réaction, parce qu'on sait très bien que ce système va subir en tous les cas, des évolutions. Hier, j'ai animé une réunion. Alors, deux personnes m'ont donné des textes qu'ils avaient trouvés sur Internet. Bon, les deux textes étaient du grand n'importe quoi, en n'ayant pas peur des mots. Tout était absolument faux. Mais de façon très concrète, le système est quand même très avantageux et l'administration fiscale s'interroge. Alors, pourquoi elle s'interroge? Parce que tout simplement, vous êtes taxé sur les salaires en tant que tel, donc il suffit de se donner, par exemple, un peu d'argent, histoire de valider ses trimestres de retraite, c'est-à-dire une base de 6-7 000 euros à l'année, brut, hein, qu'on soit d'accord, donc ça fait 500 et quelques euros, et puis le reste, après BIC, vous êtes taxé que sur la BIC. Et là où il y a un problème majeur, on peut dire ça comme ça, c'est que assez paradoxalement, eh ben, le BIC ou le BNC n'est pas taxé par la SSG. Parce que d'habitude, c'est plutôt le RSI qui le prend. Là, l'administration fiscale ne peut pas le prendre parce qu'il n'est pas habilité. De l'autre côté, le RSI n'est pas habilité non plus. Moralité de l'histoire, il y a un espèce de truc un peu bizarre avec la SASU à l'IR, et il ne faut pas se voiler la face. À terme, en tous les cas, il y aura à peu près des changements. Donc là, je suis parlé d'un point de vue fiscalité, et vous l'avez compris, des grands principes, effectivement, au niveau de l'impôt sur le revenu, qui vont directement rentrer dans
la catégorie, dans une catégorie, alors ils s'appelleront 2031, 2035, ça peut s'appeler un petit peu autrement, mais en tous les cas de figure, ça rentrera dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Avec une petite exception aussi, je vous l'ai dit, c'est celui de la SASU à l'IR, l'autre aussi à la micro, puisqu'on peut faire un système de forfait très bas, mais il ne faut pas dépasser certains seuils, il ne faut pas être imposable les 2 années avant, quasiment. Et puis maintenant, on va parler de l'impôt sur les sociétés. Alors l'impôt sur les sociétés, là, c'est changement de programme total. D'un côté, vous avez la société et elle va payer son impôt, et de l'autre côté, vous avez l'individu qui va payer ses impôts. On peut dire que c'est le système le plus clair dans l'absolu. Pourquoi? Parce que l'individu, en l'occurrence, va payer son impôt sur le revenu sur les dividendes et sur les salaires qu'il perçoit. Et de l'autre côté, la société va payer son impôt sur le résultat qu'elle a fait, déduction faite des salaires que la personne s'est donné, pas des dividendes. Les dividendes viennent après l'impôt sur les sociétés. Et donc, ce régime-là se partage avec les SASU à l'IS, bien évidemment, l'EURL à l'IS et le IRL à l'impôt sur les sociétés, une forme un petit peu hybride encore, de nouveau, un peu complexe. Il faut faire attention, notamment pour tous les gens qui se disent, tiens, je me mets en entreprise individuelle, puis après je vais passer en URLIS, puis après, hop, j'irai me transformer en société. Ben non, c'est pas possible. On peut apporter une entreprise individuelle, on peut pas apporter une entreprise, une URLIS à une autre société, il faut la fermer, avec le risque de payer des impôts de plus-value et compagnie. C'est assez surprenant, en tous les cas, qu'il n'y ait pas de côté juridique qui facilite ce genre de choses. Voilà donc l'idée. Et donc, si je dois faire une sorte de synthèse que je récapitule ici, on voit d'un côté quels sont les impôts. Eh bien, il y a des principes et il y a des options. Donc, la micro, le principe, c'est tout simplement qu'on est taxé sur le chiffre d'affaires avec un abattement qui va rentrer dans la base imposable de la déclaration 2042, la déclaration d'impôt sur le revenu. Et il y a une option un petit peu compliquée quand même à voir, qui est celle en fait d'un prélèvement fiscal à 1,7% très exactement. L'entreprise individuelle, par définition, c'est l'impôt sur le revenu, sur le résultat, mais on peut opter à l'impôt sur les sociétés en passant en EIRL, à l'IS, très exactement. On a aussi la forme juridique de la SARL unipersonnelle qu'on appelle EURL. Le principe, c'est l'impôt sur le revenu, et vous l'avez compris, le salaire n'est pas déductible. Mais on peut opter à l'IS, la plupart des EURL d'ailleurs sont à l'IS aujourd'hui. Vous avez la SASU qui par définition est à l'IS, mais qui peut opter à l'impôt sur le revenu. Une option un peu spéciale parce que on peut passer d'IS à IR. L'inverse après est vrai. Pourquoi? De deux façons. Soit parce que les 5 ans maximum de possibilités, on les a dépassés, soit parce que tout simplement on a dit stop, on ne veut pas rester 5 ans finalement à l'impôt sur le revenu et on repasse automatiquement à l'IS. Donc voilà très exactement quels sont les impôts qui peuvent être liés à cette typologie. Et donc j'ai repris juste derrière celui-ci avec l'impôt sur le revenu, notamment la micro, et donc j'ai marqué ce qu'on aimait et ce qu'on n'aimait pas. Voilà. Alors de façon très concrète, moi la micro, j'aime bien parce que c'est super simple. Pour moi, c'est super simple. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'on peut rien déduire. Et c'est là où est le problème. La plupart des personnes pensent souvent que la simplicité, c'est quelque chose qui a été donné par l'État pour favoriser les choses. Attendez, l'État, ils font des calculs aussi de leur coin. Et aujourd'hui, je suis persuadé que si on prend 10 micro-entreprises, il y a très certainement 2 personnes qui, si optaient à un autre régime, paieraient moins d'impôts et moins de charges sociales. J'en suis quasiment intimement convaincu. Bien évidemment, la grande majorité aujourd'hui des micros ont des facilités, on ne va pas se voiler la face, et c'est super. Et c'est tant mieux parce que c'est un formidable tremplin pour pouvoir lancer son business. Mais à un moment donné, il faut faire aussi ses calculs, et la micro-entreprise, c'est pas toujours le top qui puisse exister. C'est un petit peu comme l'origine du micro-foncier par rapport au régime foncier. Souvent, l'État facilite les choses, mais derrière, il faut pas non plus être fou, il faut aussi faire quelques calculs parfois. Alors l'entreprise individuelle, l'URL hier,
Qu'est-ce qu'on peut aimer? Ben, je sais pas. C'est pour ça que j'ai mis une point d'interrogation. Et pourquoi? Bah, parce que j'en sais rien du tout. Franchement, je vois pas ce qu'on peut aimer. Et ce qu'on n'aime pas, bah, c'est l'impôt qui repose sur des résultats. Parce que tout simplement, lorsque, si vous dites, voilà, je suis consultant et puis ma seule dépense, bah, c'est l'achat d'un stylo, bon, bah, j'aurais tendance à dire que c'est super, il n'y a aucun problème. Mais si vous commencez à vous endetter, si vous commencez à avoir un loyer, si vous commencez à avoir des dépenses, à acheter des ordinateurs, faire des investissements, etc., franchement, on peut se poser la question à un moment donné de l'intérêt même de l'entreprise individuelle. Et comme souvent, les gens passent en entreprise individuelle, non pas parce qu'ils ont choisi, mais parce qu'ils étaient en micro-entreprise et basculent automatiquement en entreprise individuelle, je pense que là, franchement, faut anticiper la situation. Et c'est pour ça que ce que je n'aime pas, bah, c'est toujours la même chose, c'est que qu'on prenne de l'argent ou pas, on est taxé. Bon, ça c'est un truc que je ne supporte pas. Et puis après, on va avoir l'EIRL à l'impôt sur les sociétés, les SASU à l'IS. Ce que j'aime, ben, c'est on paye sur ce qu'on prend, très exactement. Donc, ça coûte cher, hein, on va pas se voiler la face. Enfin, on verra tout à l'heure deux, trois points, mais vous ne payez que sur ce que vous prenez. Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, à l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, pendant 2 ans, vous allez toucher Pôle emploi, eh bien, ça ne sert à rien notamment de s'amuser à se donner des salaires, ou très peu en tous les cas. Le mieux, c'est toucher, puis après, on touche des dividendes. Et du coup, ça coûte zéro au niveau fiscalité, quasiment. Donc, c'est un truc qu'il ne faut pas revoir. Reda, je répondrai tout à l'heure. Et au niveau de la SASU à l'impôt sur le revenu, bah, ce que j'aime bien, moi, c'est pareil. On paye sur ce qu'on prend, donc c'est exactement la même chose. Et ce qu'on n'aime pas, c'est que là, c'est une bombe sociale qui se prépare. Alors bon, je suis pas Nostradamus, hein, mais je pense effectivement que dans 1 an, 2 ans, il va y avoir des changements parce qu'aujourd'hui, il y a trop comme on va chercher un peu d'argent au passage, je pense que là, les SASU et les impôts sur le revenu vont sans doute avoir un petit peu de choses. Alors, Reda Kimbi, conjoint collaborateur ou conjoint salarié, ça peut être intéressant. Reda, c'est une question qui m'a été posée il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et de façon très concrète, prôner conjoint collaborateur. Alors ça ne marche que pour les entreprises individuelles et ça ne marche que pour notamment les SARL ou EURL à gérance majoritaire, c'est-à-dire qu'on dépend du RSI ou Sécurité sociale des indépendants. Non, je ne le conseille pas. Ça coûte cher, ça rapporte que dalle aux personnes et ça met tout le monde un petit peu en difficulté parce que ça coûte le taux de cotisation sociale est relativement élevé. Alors que je pense effectivement qu'un conjoint, d'autant plus pour gagner zéro hein, au passage, hein, le mieux c'est d'avoir un petit salaire, ça valide les trimestres de retraite, ça coûte excessivement peu cher parce que si la personne n'est pas associée ou si elle l'est même et qu'on le fait passer dans le cadre d'un salariat, aujourd'hui le taux de charge patronale est excessivement bas, on peut tomber à 12%. Donc franchement, c'était vrai, les conjoints collaborateurs il y a un certain temps, mais maintenant, basta. Mettez les conjoints salariés avec un petit salaire et ce sera 10 fois mieux. Philippe, mais la SASUR n'est qu'un avantage temporaire. Oui, 5 ans, on est tout à fait d'accord, mais je pense que le législateur, quand il va faire ses petits calculs et qu'il va lui manquer un petit peu d'argent, on l'a déjà vu, hein, il y a eu des précédents. Il fut une époque, les SARL, par exemple, on avait le droit de distribuer des dividendes. Et puis, ce qui s'est passé, dans un premier temps, eh bien, toutes les professions libérales, médecins, chirurgiens, se sont empressés de faire ce qu'on appelait des sociétés d'exercice libéral, SEL. Et ça, c'est d'autant mieux que Véronique, donc mon épouse, qui est également expert comptable, avait passé son mémoire dessus, qu'elle avait mis en exergue cette situation, et ça n'a pas manqué quelques années plus tard, rideau, plus de dividendes. D'abord, alors ça a été interdit très rapidement pour les médecins, les professions libérales, parce que tout le monde se rabattait sur les dividendes et plus personne ne cotisait. Et c'est tombé 2 ans ou 3 ans plus tard. Ça a été pour toutes les SARL. Désormais, les dividendes sont limités à 10% du montant du capital, c'est-à-dire zéro. Vous avez un capital à 1 000 euros, ça fait 100 euros par an. Tout associé confondu une fois par an, vous imaginez, il n'y a même pas de quoi aller au resto avec à plusieurs. Donc voilà le point. Et oui, Philippe, oui, c'est qu'un avantage temporaire, maximum 5 ans. Et d'ailleurs, si j'avais un conseil à vous donner sur les SASU à l'IR, avant d'opter à l'IR,
c'est parfois de se dire, est-ce que pendant 2 ans, je reste pas l'IS si je suis à la RE notamment, c'est beaucoup plus facile. Et après, j'opte pour les 5 ans, histoire de péter le système. Donc, il y a, je pense, en tout cas, matière à réflexion. Et Philippe, quand il y a un avantage, faut aussi savoir le saisir, mais le saisir avec toujours l'idée que ça pourra s'arrêter à un moment donné. Quoi. On ne peut pas aujourd'hui tirer de stratégie sur des SASU hier, si ce n'est que dire ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà, c'est un petit peu le conseil que j'aurais à donner. Bon, alors, on a vu quoi? On a vu la sécurité, on a vu la création, je viens de vous parler du régime fiscal, et maintenant on va parler d'un régime qui est encore plus compliqué, qui est le régime social. Alors, le régime social, vous remarquerez que j'ai mis à rien. Rien, pourquoi? Parce que on n'arrive pas véritablement à se fixer une préférence. Pourquoi? Parce que c'est relativement simple et ultra efficace. Moins vous cotisez, moins vous aurez de retraite et moins vous avez des petits journalières. Et plus vous cotisez, meilleure sera votre retraite et meilleure sera votre couverture sociale. C'est relativement simple. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Alors, de façon très concrète, on peut dire qu'il y a 2 régimes qui se regardent en chien de faïence. Alors, ça ne veut pas dire que c'est totalement différent. Les régimes se sont hyper rapprochés, mais il y a quand même des sacrées différences. Alors, d'un côté, si un jour vous avez été salarié ou si vous l'êtes encore, le régime général, c'est celui des présidents, directeurs généraux de SAS ou de SSU, SASU. Donc, on va retrouver la SASU à l'IS et la SASU hier. Donc, j'aurais pu parler des SAS et à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu. Ça, c'est le régime général. C'est le seul. Ne cherchez pas, il n'y en a pas d'autre, hein, d'accord? Si, il pourrait y en avoir un autre, celui d'une SARL où le gérant ne serait pas majoritaire. Mais là, l'animation que je fais, elle est faite principalement pour des gens qui, ou patrimoine professionnel, c'est leur propriété, entre parenthèses. Je m'adresse pas à Carlos Ghosn ou à des dirigeants comme ceux-là, hein, on est bien d'accord. Donc, de façon très concrète, la seule façon que vous puissiez avoir le régime général, c'est celui de la SASU IS ou de la SASU IR. Ça, quand même, il faut pas le renier quand même, parce que aujourd'hui, ça coûte cher et on va voir pourquoi. Mais il y a quand même une protection. Et il est vrai que quelqu'un qui aurait, par exemple, 6 ou 7 enfants, qui serait le seul à travailler à l'intérieur de la société, c'est pas complètement neutre d'être dans un système avec une SAS, vous avez un régime salarié avec la sécurité sociale et ce qui va avec. Alors que quand on est gérant majoritaire dans une SARL, et dès qu'on prend des couvertures sociales par ailleurs, faut tenir compte qu'on ait 7 enfants, on tient compte de l'âge, on tient compte si vous avez des maladies, on tient compte d'un certain nombre de choses. Donc, quand même, méfiance en la matière. C'est pas parce que c'est cher qu'il faut rejeter le système, quand même. Et donc, SASU IS ou IR, on reviendra, mais régime général, c'est quand même le super régime. N'ayons pas peur des mots, 3 jours de carence contre 7 avec l'URL, vos indemnités journalières sont plus importantes, etc. Et l'autre côté, j'ai repris celui qu'on appelle travailleurs non salariés, TNS, travailleurs TNS, et dans lequel on va avoir le reste des entreprises, c'est-à-dire le URL, la SARL, l'entreprise individuelle, le IRL, la micro-entreprise. Voilà, alors tout ce beau monde-là, c'est en tant que TNS. Et c'est pour ça d'ailleurs que de temps en temps, on me dit, mais ce matin, j'avais une personne au téléphone et je lui disais que lui qui était en micro-entreprise, de passer en SASU, c'était pas incompatible. Et on pouvait très bien, effectivement, garder les deux à un certain montant, à la condition, bien évidemment, que la SASU n'ait pas le même objet social que la micro-entreprise, parce que c'est parfaitement compatible. Alors que micro-entreprise, SRL ne marche pas. Alors, pourquoi? J'en sais fiche trop rien. Je suppose, mais ça c'est ma supposition, mais je pense que jamais j'en aurai une confirmation, c'est que tout simplement le RSI n'est pas capable de gérer 2 numéros pour la même personne, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Ça c'est ma conviction personnelle. Un problème technique en fait de la part du RSI. On va passer effectivement, donc là je vous ai bien décrit les 2 régimes, mais vous avez compris qu'il n'y a que la SAS qui peut bénéficier du régime général. Et donc, pour illustrer mon propos en parlant de coûts, j'ai indiqué pour avoir 100 euros net, combien ça coûte à la société. Alors, combien ça coûte? Ça, c'est une vraie question. Ça coûte quoi? Premièrement, pour avoir 100 euros net sur son bulletin de salaire,
Je ne parle pas avec après impôt sur le revenu, hein, je parle après les charges sociales, après les revenus, il faut avoir 128 euros, très exactement. 128 euros et payer 58 euros de charges patronales. C'est-à-dire que pour avoir 100 euros, ça coûte 186 euros à la société. 186, pas tout à fait. Pourquoi? Parce que je rappelle, comme on est à l'impôt sur les sociétés, là, j'ai pris le cas d'une SASU à l'IS, eh bien, il faut tenir compte que plus on a de charges, moins on va payer d'impôts, moins d'impôts sur les sociétés. Et donc, plus vous augmentez votre salaire, plus vous baissez votre impôt sur les sociétés. Et donc, il faut tenir compte de cet impôt, de cette économie d'impôt qui est de 28 euros si l'IS est à 15%, ou de 52 euros si on est à 28. Moralité de l'histoire, pour avoir 100 euros, ça coûte à la société 158 ou 134. 134, c'est quand la société fait du bénéfice, et 158, c'est quand elle fait un bénéfice un petit peu moins. Donc voilà le coût du salaire du président. Et puis, j'ai voulu mettre à côté quel était le coût du salaire du gérant, cette fois, pour qu'on puisse comparer ce qui est comparable. Et donc là, vous voyez que pour avoir 100 euros, il n'y a pas besoin d'avoir de revenu salarial puisqu'il n'y a pas de bulletin de salaire. Vous allez avoir 46 euros de charges patronales. Donc, pour avoir 100 euros, c'est 146. Vous allez économiser de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 22 euros ou de 41 selon que l'IS est à 15 ou à 28%. Et du coup, vous avez un coût total réel de 124 et 105. Donc, vous remarquerez là que quand on commence à faire du bénéfice dans une URL LIS, grosso modo, ce que vous prenez, c'est à peu près le coût pour la société, pas plus. On est à 105. Donc, vous voyez que c'est excessivement proche, sauf qu'entre-temps, vous avez quand même embarqué de la sécurité sociale, de la retraite et tout ce qui va avec. Ça, il ne faut pas quand même le renier. Et puis, j'ai tenu compte de la coût d'une rémunération du micro. Pour faire très simple, pour avoir 100 euros net, il a fallu payer 28 euros à peu près de charges TNS, puisque on suppose que la totalité, dans ces cas-là, c'est du chiffre d'affaires, ce qui est en général pas tout à fait vrai, mais supposons, et j'ai un coût réel de 128. Donc là, je vous fais une démonstration que finalement, 128 euros, ça fait un peu plus effectivement que celui de l'URL à l'IS. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, qu'on soit tout à fait d'accord, mais c'est différent. Et donc, dans tout ce dédale, j'ai comparé des coûts financiers, mais bien évidemment, on ne va pas se voiler la face. Celui qui dispose de la meilleure couverture sociale, c'est le président que vous voyez là, vient en second le gérant de l'URL LIS, vient en troisième, celui est très loin, celui du micro-entrepreneur. Donc c'est vrai que celui qui est gérant ici de l'URL LIS, c'est un bon compromis en règle générale d'un point de vue coût social. Alors quand on demande à des courtiers d'assurance ou des assureurs notamment de savoir ce qu'il faut faire, pour essayer quand même de se rapprocher un petit peu, on s'aperçoit en règle générale qu'on a un coût supplémentaire à peu près de 10-15% par rapport au gérant normal qui n'aurait rien, mais c'est toujours 10-15% moins cher que le président de SASU. Et on peut avoir ce qu'on appelle, mettre en place ce qu'on appelle des lois Madelin, qui sont plutôt bien foutues et qui vous permettent de diversifier vos risques et à la fois au niveau de la retraite, puisque au lieu d'avoir une retraite que par répartition, vous avez une retraite par capitalisation et d'avoir aussi des couvertures sociales qui seront peut-être mieux appropriées pour les besoins que vous avez. Si vous avez des enfants en bas âge, peut-être que vous direz, tiens, je vais axer plutôt sur telle assurance. Si vous avez des enfants qui ont moins de 25 ans, il faut prendre une assurance qui les protégera. Par contre, si vos enfants ont plus de 25 ans, il n'y a aucun intérêt d'avoir ce type d'assurance. Alors que quand vous êtes dirigeant salarié, la preuve, il y a même une assurance de vache, même pour les mecs qui ne sont pas mariés, ni paxés. Donc, c'est ça. Alors, Reda, est-ce qu'on peut faire la micro-entreprise de Madelin? Bien évidemment. Reda, il n'y a aucun souci, vous pouvez prendre toutes les assurances que vous voulez, mais ce n'est pas déductible. Donc, l'intérêt est quand même sacrément plus bas que pour quelqu'un. Donc, Reda, vous n'aurez jamais aucun souci pour faire n'importe quelle dépense en micro-entreprise, mais ce ne sera jamais déductible. C'est ça le petit problème. Alors, si, au mieux, à la fin de l'année, dans votre déclaration 2042, vous pourrez dire que vous avez fait quelque chose et vous pouvez espérer avoir une petite réduction au titre de votre impôt sur le revenu, mais ça s'arrêtera là. C'est tout. Donc, j'ai rappelé, j'ai rien rappelé du tout, c'était juste pour vous rappeler effectivement que finalement, vous voyez, je tords un peu les idées à quelques situations. On dit toujours que la micro, c'est le top en matière sociale. Non, c'est pas toujours vrai en l'occurrence.
On va aborder maintenant un point qui fout les jetons à la plupart des gens, qui est la TVA. Alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, mais la TVA, je rappelle, est un système en fait relativement simple. Soit vous avez des clients professionnels et les clients, ils n'en ont strictement rien à faire de payer avec ou sans TVA. Pourquoi? Parce que le client professionnel, par définition, récupère la TVA. Et donc, si vous n'avez que des clients professionnels, le fait d'être assujetti à la TVA n'est pas un problème. Par contre, si vos clients sont des particuliers, ben là, c'est déjà un petit peu plus délicat parce que, notamment, parfois, les gens sont en micro-entreprise, dépassent les seuils très rapides du chiffre d'affaires, de l'assujettissement à la TVA, et là, manque de bol, ils savent pas quoi faire. Soit ils augmentent de 20% le coût de leurs prestations et les particuliers vont crier au scandale, soit au contraire, ils vont réduire de 20% leur prix de vente, et dans ces cas-là, ben, c'est 20% de moins de résultats. Autant vous dire que ça devient parfois non tenable. C'est pour ça que quand vous n'avez que des clients professionnels, la TVA n'est pas un souci. Quand vous n'avez que des clients particuliers, ça peut le devenir. Et c'est pour ça que parfois, quand les gens sont juste limites, ils peuvent très bien conserver très bien, je sais pas moi, une micro-entreprise pour la partie sans TVA en ayant un objet social particulier, et le côté avoir une SASU qui, elle, peut être aussi non assujettie à TVA jusqu'à 30 et quelques mille euros, et au-delà, être avec de la TVA. Donc, c'est tout à fait jouable, en tous les cas, d'imaginer les deux. Donc, sur la TVA, je rappelle quels sont les principes. Quand vous êtes en micro, le principe, il n'y a pas de TVA. C'est super simple. Mais dès qu'on dépasse, alors c'est super compliqué la micro avec les TVA. Enfin, je pense que les mecs qui ont inventé ça, ils doivent pas être heureux tous les jours dans leur vie, c'est pas possible. Quand vous dépassez 36 500 euros, écoutez, de chiffre d'affaires, vous êtes assujetti le mois du dépassement immédiatement. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, vous avez dépassé, et en plus, il faut tenir compte d'un prorata, c'est-à-dire c'est sur 12 mois, les 36 500. C'est-à-dire que si vous commencez au mois de juillet votre activité et que vous avez fait 20 000, eh ben, vous l'avez déjà dépassé. Et donc, directement, dès qu'on a le dépassement, hop, ça y est, on est avec le TVA. Ou la deuxième possibilité, qui est juste impensable, c'est que pendant 2 ans, il faut être au-dessus de 34 400, mais si vous dépassez pendant 2 ans les 34 400, mais toujours inférieur à 36 500, c'est-à-dire que la fenêtre de tir, je peux vous assurer qu'il faut viser quand même. Faut être au-dessus de 34 400, mais pas au-dessus de 36 500. C'est-à-dire qu'il y a 2 000 euros qui séparent les deux. Et si vous êtes entre les deux pendant 2 ans, c'est la troisième année où vous allez la passer. Et je dis, le mec qui a inventé ça, bravo. Il doit se faire plaisir de temps en temps. Alors, j'espère pour lui en tout cas. Et puis, au niveau de la TVA, eh bien, entreprise individuelle, EIRL, EURL, SASU, par définition, le principe, c'est la TVA, d'accord? C'est le principe, mais nécessairement, vous pouvez quand même opter à ce qu'on appelle une franchise de TVA. Et ça, les gens le savent peu. La TVA est un impôt indépendant qui n'a strictement rien à voir avec l'IS, l'impôt sur le revenu, c'est un impôt indépendant. Et donc, vous pouvez très bien être en SASU sans TVA. C'est tout à fait possible, mais à la condition, bien évidemment, de ne pas dépasser les seuils que je vous ai donnés, les 30 et quelques mille euros. Je ne vais pas vous redonner l'explication parce que à la fin, vous allez prendre un Alcal Césaire pour oublier ce truc-là. Mais de façon très concrète, on est bien dans cette situation que dès qu'on dépasse, pouf, on passe automatiquement. Donc, bien évidemment, à manier avec grande précaution d'être en franchise de TVA. Bon, Antoine, c'est bien, je vois que quelqu'un aime mon humour. Alors, maintenant, on va parler des dividendes, parce que c'est un point quand même qui est important. Alors, les dividendes, ça marche pour les deux solutions, soit effectivement pour les SASU à l'IR ou pour les SASU à l'IS. Bien évidemment, je vais traiter les SASU à l'IS parce que c'est un truc qui est un peu particulier pour les SASU à l'IR. Je pourrais en toucher deux mots pour les personnes qui souhaitera. Donc, de façon très concrète, j'ai fait ultra simple. Quand vous êtes en SASU, eh ben, vous pouvez toucher des dividendes. Et quand vous êtes en URL, eh bien, vous ne pouvez pas en toucher. Enfin, vous pouvez en toucher, mais c'est limité à 10% du montant du capital et des comptes courants qui ont été laissés à la disponibilité de la société. 10%, ça fait pas beaucoup quand même. Et c'est une fois par an, d'accord? Et quand vous prenez au-delà de 10%, pouf, la foudre tombe sur vous, c'est-à-dire que c'est assimilé ni plus ni moins comme un salaire et vous allez payer des charges sociales dessus. Autant vous dire que c'est
faut pas être fou, mais un petit peu quand même, ça n'a pas grand sens, en tous les cas, de distribuer des dividendes en URL. C'est d'autant plus vrai que pour ceux qui ont suivi mon webinaire sur l'optimisation de la rémunération des dirigeants ou SASU URL, on s'aperçoit que les dividendes ne sont pas toujours le meilleur des cas. Mais néanmoins, d'une façon ou d'une autre. Et oui, Antoine, ça ne sert à rien de se toucher pour si peu, effectivement. On est tout à fait d'accord, parce que l'URL, ça ne vaut pas le coup, en tous les cas. Si même quand on a un capital, et prenez 5 000 euros, c'est déjà un capital qui est quand même pas mal, vous allez avoir 500 euros. Ça fait beaucoup de paperasse. En plus, 500 euros, c'est brut. Hein. Vous enlevez les 30%, il ne vous reste pas grand-chose. Hein, 350 euros à tout casser. Et donc, j'ai rappelé quand même quels étaient le principe des dividendes pour ceux qui ne pourraient pas en toucher, comme ça il ne faut pas être traumatisé non plus hein, par cette situation. Eh bien, pour avoir 100 euros, il faut avoir 142 bruts. 142 multiplié par 30%, ça fait bien 42 euros de flat tax. Et donc, le coût réel pour avoir 100 euros, c'est 142. Et puis, j'ai rappelé, cette fois, pour la personne qui ne choisirait pas la flat tax, et qui choisirait plutôt simplement la SASG-CRDS, ça veut dire qu'il n'est pas imposable par ailleurs, ça coûterait cette fois 21 euros SASG-CRDS. Cherchez pas le calcul, ça fait 17,2 très exactement. Donc 121 multiplié par 17,2, ça fait 21. Et donc le coût pour avoir 100 euros, ça fait 121. Alors, du coup, j'ai rappelé quels étaient l'avantage pour avoir 100 euros net. Et donc j'ai rappelé que si on était gérant majoritaire avec de l'IS à 15%, ça coûtait 124. Avec de l'IS à 28, 105. Donc, vous voyez, bon, là, on est très proche des 100 euros. Pour ça que la SARL, ça va vous parler un petit peu quand même. 158 pour le salaire président, 134, 142, 142, 121, 121. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il n'y a aucune incidence de l'impôt sur les sociétés sur les dividendes, puisque les dividendes se donnent après le résultat. Petite question, JC, l'IS passe sur le résultat, puis flat tax sur les dividendes. Yes, c'est tout à fait ça. Le résultat avant impôt, je calcule l'IRS, il me reste le résultat net, et sur les résultats nets, plus les résultats que je n'ai pas distribués les années d'avant, je prends les dividendes. Donc les dividendes sont toujours systématiquement après l'impôt sur les sociétés. Voilà, bon, voilà le principe. Donc, j'arrive à la fin maintenant, et j'ai voulu prendre quelques hypothèses de stratégies à adopter qu'on pourrait avoir. J'ai pris une simulation de micro-entreprise et j'ai pris une simulation, vous allez le voir après, de URL à l'impôt sur les sociétés avec un chiffre d'affaires à 40 000 euros. Vous savez, 40 000, c'est le genre de truc où on se dit est-ce qu'il faut que je reste en micro? Est-ce qu'il faut que je me mette en SASU? Est-ce qu'il faut que je me mette en SRL? Typiquement, c'est le genre de choses, des questions qu'on peut se poser. Hein. En tout cas, ce serait bien de pouvoir se les poser. Et donc, j'ai pris la simulation de micro et j'ai supposé, dans ces cas-là, que j'ai 40 000 euros de chiffre d'affaires. Hein. J'ai des taxes et des cotisations pour 9 061. J'ai supposé qu'on avait des frais fixes de 1 300 euros. C'est pas grand-chose, hein, ça fait 100 quelques euros, c'est-à-dire des stylos, des cartouches d'encre, des bazars comme ça. J'ai pris aussi une assurance responsabilité civile et les frais bancaires que tout à chacun doit payer. Et quand je fais chiffre d'affaires, moins les taxes, moins les frais fixes, moins les assurances, il me reste 25 000 euros après impôt sur le revenu. D'accord? C'est bien évidemment une hypothèse et chacun y verra matière en tout cas à calcul de son propre côté. Et l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai retenu cette fois-ci un chiffre d'affaires toujours à 40 000 euros, hein, pour qu'on ait à peu près. Alors là, les taxes et les cotisations, vous avez vu tout à l'heure, ça faisait 9 000. Ben là, on monte d'un cran supplémentaire. On est à 11 483. On a des frais fixes plus élevés. J'ai rajouté notamment quelques frais qui sont liés, par exemple, à des frais de la comptabilité. Chez Doux, je rappelle 69 euros par mois, des frais d'assemblée générale, je rappelle chez Doux 50 euros à l'année, les frais d'assurance et banque, et il reste 22 195. Donc vous voyez effectivement que la différence existe, hein, on ne va pas s'ouvrir la face, 25 335, 22 195. D'un côté, vous n'avez aucune protection avec la micro-entreprise, de l'autre côté, vous avez une société. D'un côté, vous n'avez une couverture que très moyenne, de l'autre, elle est un peu meilleure, c'est pas le nirvana non plus.
Bon, ça fait quand même 10% de différence. Ça se mérite en tout cas de se poser. Et en tous les cas, quelqu'un qui aurait des frais fixes très largement supérieurs, là par contre, ça bascule tout de suite en URL à l'IS. L'intérêt, en tout cas, serait réel. Alors, il faudra qu'on est en train de fabriquer des outils chez Dux qui on les mettra à disposition de toute personne qui voudra faire des calculs. Et typiquement, c'est le genre de choses un jour qui va venir sur de second semestre, parce qu'on en a plusieurs. Là, on va bientôt faire un provisionnel gratuit, enfin une application qui sera mise à disposition sous un format Excel très certainement, et on va donner d'autres outils pour permettre à chacun de pouvoir faire des simulations gratuitement. Et puis là, je me suis dit, bah tiens, si j'étais micro-entrepreneur, qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors, j'aimerais peut-être choisir une micro de 0 à 24 mois, par exemple. Si j'avais pas, bien évidemment, la RE, hein, on suppose quelqu'un qui démarre, qui ne bénéficie pas de Pôle emploi, rien du tout, hein, il démarre dans le vrai. Alors, bon, la micro, vous remarquerez qu'au fur et à mesure, ça s'est détérioré. Hein. Au début, quand on avait l'ACRE, hein, notamment toutes les personnes qui étaient jeunes, enfin moins de 25 ans, ou qui étaient inscrits à Pôle emploi, il y avait 3 ans d'absence de cotisation, enfin 3 ans de cotisation sociale allégée. Désormais, c'est une année. On sent quand même que la micro aussi prend du plomb dans l'aile. Vous voyez, quand ce que je vous disais, c'est que l'État, quand elle voit que la mariée est un peu trop belle, elle demande sa part. Et donc, la stratégie, choisir une micro de 0 à 24 mois, prendre une responsabilité civile, prendre une prévoyance. Ça, je ne sais que trop quoi vous dire. Alors, il est évident que si vous sortez d'une année où vous avez travaillé notamment et que vous pouvez bénéficier de la portabilité, la prévoyance sera peut-être moins important, mais en tous les cas, pensez toujours à prendre la prévoyance. Personne n'est Superman, et même dans les comics, le Superman, de temps en temps, il se prend des nions. Donc, de façon très concrète, pensez en tous les cas à la responsabilité civile qui va vous coûter 400-500 euros l'année, une prévoyance qui vous coûtera un petit peu plus cher, mais qui vous permettra de vous protéger. Et à partir du 25e mois, si vous estimez, en tous les cas, que votre activité a commencé à se développer, je pense que le choix d'une URL peut être intéressant. Et je ne dis pas que c'est la seule façon de penser d'ailleurs, mais là, je vous ai mis une stratégie parmi tant d'autres. Et puis, j'en ai mis une deuxième. J'ai imaginé deux choses. C'est le gars qui aurait l'ARE, hein, l'aide au retour à l'emploi. Et là, moi, je me dis, si la personne est décidée, eh ben, boum, tout de suite une SASU, de 0 à 24 mois, prendre une prévoyance à partir du 12e mois, parce que généralement, la personne, si elle a pu bénéficier de Pôle emploi pendant 2 ans, bah, ça veut dire qu'elle a travaillé. Si elle a travaillé, ça veut dire qu'elle peut bénéficier de la portabilité. Et autant attendre le 13e mois, enfin, du 12e mois, pour choisir une prévoyance. Et puis, dès le 15e mois, c'est-à-dire 12 mois par exemple d'exercice, et dès la sortie du bilan, pouf, toucher des dividendes qui ne sont pas incompatibles avec l'ACRE, c'est-à-dire les annuités Pôle emploi. Vous pouvez très bien toucher les annuités Pôle emploi et toucher les dividendes. Donc ça, c'est quand même quelque chose dans lequel vous pouvez monter très très fort. Et à la fin du 25e mois, se poser la question, je ne dis pas que ça vaut le coup, mais éventuellement se transformer en URL si on estime en tous les cas, vouloir avoir un petit peu plus de revenus et payer un peu moins de charges sociales. C'est une hypothèse, bien évidemment, et c'est des choses qu'il y a besoin effectivement, en tout à chacun, de pouvoir regarder. Alors je vois que ça y est, ça passe au point, c'est génial. JC, une simulation dirigeant SAS, ça va me quoi comparer à un micro-URL? Eh bien, si c'est pendant les 2 premières années, JC, j'aurais tendance à dire que ça vous coûtera pas trop cher d'être dirigeant de SAS, parce que vous ne vous rémunérez pas, vous toucherez Pôle emploi, et pendant 2 ans, vous allez pouvoir toucher des dividendes. Donc, franchement, la SAS aura très certainement tous ces avantages. Maintenant, si vous ne bénéficiez pas de l'ARE, si vous vous donnez un salaire conséquent, on peut dire que l'URL sera plus performant. C'est-à-dire que quelqu'un, dès qu'il commence à se verser, si vous donnez 1 000 euros par mois, franchement, dirigeant SAS, gérant EURL, c'est le même combat. Hein, les charges seront à peu près kiff-kiff. Par contre, quand vous commencez à taper dans le style 4-5 000 euros par mois, alors là, il n'y a pas photo, l'URL gérant majoritaire, et bien mieux, la micro, ça tient plus la route, puisque là, vous les avez dépassé les seuils nécessairement. Philippe, il pourrait aussi passer en SS hier au 25e. Oui, tout à fait, Philippe, je suis tout à fait d'accord.
on est tout à fait d'accord à 100%. Maintenant, comme je le disais, est-ce que dans 2 ans, ça existera encore tel que c'est? Mais j'en suis un petit peu moins sûr. Philippe, pendant la carence de l'ARE, il peut se verser un salaire. Alors, ne pas confondre l'ARE et l'ACRE. Et donc, l'ARE, c'est l'aide au retour à l'emploi. C'est là où on touche pendant. C'est pas une carence. Hein, on va reprendre tranquillement. Quand on s'inscrit à Pôle emploi, en règle générale, on ne touche pas tout de suite Pôle emploi. Hein, déjà, ça met une semaine. Et si vous êtes, et ça rajoute les congés payés que votre employeur ne vous avait pas donné, et ça rajoute aussi les primes qu'éventuellement votre employeur aurait pu vous donner, si bien que pendant 5 ou 6 mois, on peut se trouver dans une situation à ne rien toucher du tout de Pôle emploi. Bon, alors je suppose que c'est ça. Alors Philippe, ben voilà, c'est ça, 6 mois de carence. Et la question, est-ce qu'on peut se verser un salaire? Bah, la réponse est oui, on peut toujours se verser une rémunération. Il n'y a aucun souci, Philippe, même quand on touche l'ARE. Mais, mais par définition, vous allez devoir actualiser au fur et à mesure. Et c'est vrai que Philippe, je ne l'ai jamais vu dessus. Et Philippe, bravo, vous bénéficiez effectivement de l'ACRE. Alors l'ACRE, hein, qu'on se met d'accord, l'ARE, c'est l'aide de retour à l'emploi, c'est les 24 mois, voire jusqu'à 36 mois pour les gens qui ont plus de 55 ans de chômage. Et l'ACRE, ils appellent ça une exonération de cotisation sociale. C'est jamais une exonération dans la réalité. La micro, on paye quelque chose, l'entreprise individuelle, on paye quelque chose, l'URL, on paye quelque chose, et la SASU, on paye toujours quelque chose. Et donc, on va dire que ça exonère pour partie, on va dire pour moitié, hein, pour simplifier les choses, et notamment les charges, effectivement, sociales sont diminuées. Et Philippe, votre stratégie est très intelligente. Franchement, c'est oui, effectivement. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait gêner, puisque comme vous allez vous actualiser effectivement qu'à partir du moment où vous allez toucher l'argent, ce sera bon. Par contre, si vous demandez de vous actualiser tout de suite, eh ben, je sais pas trop quoi en penser. C'est aussi simple que ça. Là, je sais pas. C'est une situation, mais j'ai jamais vu quelqu'un devoir s'actualiser alors qu'il touchait pas de salaire. Bon, après, à voir. Il y a peut-être une situation, Philippe, vous avez trouvé peut-être une pépite d'or en la matière. Félicitations. En tout cas, c'est une très bonne idée. Il faudra que, si quelqu'un a déjà fait cela, j'ai jamais rencontré une personne, parce que généralement, les gens se donnent peu d'argent, mais oui, c'est possible, tout à fait. Et puis après, ben, on arrête tout de suite de se payer pour toucher Pôle emploi plein but. Ouais, ça me paraît être une excellente idée, en tous les cas. Bon, bah écoutez, moi j'ai pas d'autres choses effectivement à vous parler. Je pense que on a fait un gros point sur les statuts décision âgés de non-rémunération, Philippe. Alors oui, bah oui, vous pouvez le faire, Philippe. On est tout à fait d'accord puisque Pôle Emploi va vous demander 2 choses, Philippe. Il va vous demander une décision d'assemblée générale de non-rémunération et il demandera à l'expert comptable aussi que vous n'avez pas de rétribution. Mais si c'est durant cette période dans laquelle vous commencez à toucher Pôle emploi, eh bien, il suffit de bien viser et de bien donner la décision en la matière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, super. Je vois en tout cas que ça vous fait plaisir et c'est nickel. Bon, bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça a été un plaisir de vous voir. Je vais vous laisser maintenant à votre journée ensoleillée. Enfin, j'espère que là où vous vous trouvez, puisque comme je ne connais pas où vous vous trouvez, que tout se passe bien, que vous allez avoir un grand soleil. Antoine qui me pose une dernière question. Je travaille et je réfléchis sur la création. Je pense conserver mon emploi premier, le temps que la future entreprise soit suffisamment pérenne avec les futures sociétés, mieux vous herder les dividendes. Oui, alors Antoine, il y a une chose auquel vous devez vraiment, vraiment penser, c'est que si vous devenez président de votre société, dans ces cas-là, faites attention que le jour où vous sortez, par exemple, par une convention, une rupture conventionnelle, faites attention de ne pas être le président à ce moment-là de votre société parce que dans ces cas-là, Pôle emploi pourrait vous interdire de toucher le chômage. On ne peut pas être président même en touchant zéro, et de l'autre côté, perdre son emploi, puisque les gens ne le savent pas, mais Pôle emploi, tout le monde dit à Pôle emploi compense une rémunération. Non, pas du tout. En fait, il compense une perte d'emploi. Or, quand on reste président, on est président 24 heures sur 24. Et ça risque de de contrevenir. D'où l'idée, effectivement, que soit vous créez votre société avec un président ou un directeur général autre que vous, première solution, ou
Et le jour où vous êtes à Pôle emploi, eh bien, vous devenez directeur général ou président de la société, ou vous créez votre société par précaution au moment où vous allez sortir de votre rupture conventionnelle. Arrangez-vous pour que ce soit quelqu'un d'autre qui soit président, sinon ça mettra à défaut votre indemnisation Pôle emploi. Alors, tous les gens pourront me dire, bah ouais, mais si Pôle emploi ne le sait pas, bah, ils ne pourront pas le savoir. Ouais, ok. Mais c'est du déjà vu. C'est du déjà vu, à savoir effectivement qu'il y a des personnes qui se sont vues rattraper sur 2 ans de Pôle emploi parce qu'ils n'avaient pas déclaré la réalité des choses. Reda, CP est-elle obligatoire quand on fait du conseil en complément de son job? Quelques heures, car 500 euros l'année semble cher. CP, ça signifie quoi, Reda? Excusez-moi. La RCP. D'accord. Oui, 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 oui. Alors, rien ne vous interdit. Parce que le problème, vous savez, on le voit dans les risques que l'on trouve. Généralement, c'est comme l'accident. C'est très con. Et c'est pas parce que vous avez fait 500 euros que vous êtes protégé, quoi que ce soit. Quelqu'un qui fait 1 million d'euros, parfois n'aura jamais de problème. Quelqu'un qui fait 500 euros, ben, ça risque d'avoir un petit pépin. Donc, assurez-vous, en tous les cas, allez voir votre assureur, essayez de négocier avec lui pour avoir le truc le plus bas. Et je comprends effectivement, Reda, que pour 500 euros, ça fait un peu mal au bide d'aller payer une RC. Je suis tout à fait d'accord. Bonjour, je suis salarié, je compte lancer en parallèle une SASU. Combien j'aurai à payer en charge sociale avec 0 de chiffre d'affaires? 0. Ben voilà, qu'on soit tout à fait d'accord, si vous faites une SASU et qu'il n'y a pas de bulletin de salaire, hein, qu'on soit tout à fait d'accord, il y aura 0. Alors que vous fassiez du chiffre d'affaires ou pas, peu importe, vous aurez 0 de charge sociale. La seule charge, la seule et unique que vous payez dans une SASU, il y en a 2. C'est la création de la société, il faut la payer, et la seconde, c'est au bout de 2 ans, en septembre de l'année qui suit la création de la société, vous payerez une CFE, contribution foncière des entreprises, qui ira de 50 à 300 euros en la matière. Reda, est-ce que j'ai une assurance à conseiller? Oui, mais j'ai pas le nom là comme ça. Je pourrais vous envoyer un lien tout à l'heure, Reda, si vous le souhaitez. C'est tout à fait possible. Moi, faut-il cotiser même si on a un chiffre d'affaires à 0 en micro? Faut-il cotiser même si on a un chiffre d'affaires à 0 en micro? Ben, en micro, si on a 0 de chiffre d'affaires, on paye 0. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, pareil, là, c'est au bout de 2 ans, vous paierez une CFE, contribution foncière des entreprises, directement. Et Léon, envoyez-nous le lien d'assurance SVP. Oui, je peux le faire, Léon. Comme j'ai votre email, je vous enverrai ça directement ou je demanderai peut-être à l'assureur de vous envoyer quelque chose directement. JC, pareil, d'accord. Je suppose que ça va me demander peut-être aussi pareil, je sais pas. Et voilà, bon bah super. Et ben je vais faire le nécessaire pour que ça puisse être fait. Bah écoutez, merci à tous. Moi je vais retourner sur ma terrasse pour me dorer la pilule et puis préparer quelques nouveaux webinars. Notamment, je vais en faire un sur le prévisionnel. J'en ai préparé plusieurs. J'en ai fait un spécial aussi sur l'optimisation, cette fois, du gérant majoritaire en ASRL. En tous les cas, voilà, Tea Time, Antoine, c'est exactement ça. Et c'est exactement ce que je vais faire. J'ai l'opportunité d'avoir une belle terrasse et de pouvoir boire du thé frère mariage pour ceux qui aiment et pour les amateurs. Écoutez, je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous dis à très bientôt. Demain, eh ben, il y aura de nouveau un webinar. Lundi, il n'y en aura pas. Mardi, etc. Enfin, on a décidé chez Doux, en tout cas, de le faire de façon quasiment quotidienne. On est même invité parfois pour d'autres. On en aura un notamment qui sera sur qu'est-ce qu'on peut déduire en matière de charge, où on est invité cette fois dans des regroupements de consultants. En tout cas, je vous dis, Antoine qui dit bon choix pour les frères mariage, on est bien d'accord. Et donc, je vous dis à très bientôt et je vous dis ciao, ciao.